Satan, au secours. Au secours, Satan. Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi. Au secours, Satan. Satan, à l'aide. Empêchez-les de m'emmener. Satan. Au secours, Satan. Satan. Empêchez-les de m'emmener, Satan. À l'aide. À l'aide, Satan. Satan, au secours. Je vous en supplie, à l'aide. À l'aide. Au secours. Au secours, Satan. 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 Satan, au secours. Au secours. Satan, Satan. Il n'y a pas de raison de le prendre en mauvaise part, Holmes. Quoi? Je sais que cela vous déplaît, mais ce n'est pas une raison pour que vous soyez contrarié à ce point. Que voulez-vous dire par là? Vous êtes assis dans ce fauteuil, bouillant d'indignation parce que vous avez été forcé de quitter la chaleur et le confort de Baker Street par le désir de Madame Hudson de faire du ménage. Mon cher Watson, comment en êtes-vous arrivé à ces déductions? Simplement en appliquant vos méthodes, Holmes. Vraiment? Vous ne nierez pas que vous n'êtes pas ici pour vous faire raser ni couper les cheveux. C'est exact. Comment le savez-vous? Parce que vous vous rasez toujours vous-même. Et que de toute évidence, vous n'avez pas besoin de vous faire couper les cheveux avant 2 semaines. Exact. Et vous avez quitté la maison en toute hâte. Vous êtes sorti sans prendre ni vos gants ni votre canne. Continuez. Eh bien, je sais que Madame Hudson a l'intention de faire du ménage pendant toute la journée. De plus, vous êtes assis là, les sourcils froncés et les yeux fermés. Vous grincez des dents et vous n'avez pas cessé de jouer du tambour à l'aide de vos doigts sur le bras de ce fauteuil. Donc, fort de toutes ces preuves, je ne peux guère me tromper en déduisant que vous vous êtes disputé avec notre chère Madame Hudson et que vous avez cherché refuge au sein de la boutique du coiffeur. Vous ne pouvez pas nier que j'ai raison. Watson, vous êtes à 1000 lieues de la vérité. Je suis ici afin de demander l'avis de notre cher coiffeur à propos des cheveux que j'ai prélevés sur les lieux de cet effroyable crime qui a eu lieu récemment à Deptford. Oh, allons donc, Holmes, vous êtes préoccupé par quelque chose. Ce que vous croyiez être de l'agitation n'était que la manifestation d'un plaisir tranquille et intense. Si mes yeux étaient fermés, c'est parce que j'essayais de me rappeler aussi nettement que possible le concert auquel nous sommes allés hier soir. Vous faisiez grincer vos dents. C'est parce que j'ai fait une légère erreur en voulant me souvenir du rythme du doigté de Joachim dans le 3e mouvement du concerto pour violon de Beethoven. Pa, 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 pa.
Mais je reconnais qu'il y a une part de vérité dans ce que vous avez dit. Ah. La voiture d'un médecin. J'ajouterais qu'il s'agit d'un généraliste. Il n'exerce pas depuis longtemps. Il a si peu de clientèle. Il semblerait qu'il soit venu nous voir. Il a de la chance que nous rentrions. Merci, Madame Hudson. Docteur, permettez-moi de vous présenter mon ami le docteur Watson. Prenez donc un siège et dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je suis effectivement médecin. Je m'appelle Percy Trevelyan et j'habite au 403 Brook Street. Ne seriez-vous pas l'auteur d'une dissertation sur les lésions du système nerveux? Oui, mais j'entends si rarement parler de cet ouvrage que je croyais oublier. En aucune façon. Mon éditeur m'a donné un acompte tellement décourageant sur les ventes. Vous êtes vous-même médecin? J'étais chirurgien militaire. J'ai toujours été passionné par l'étude des maladies nerveuses. J'aurais souhaité, bien entendu, en faire ma spécialité. Mais on est souvent obligé de prendre ce qui se présente. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet qui m'amène. Et je sais pertinemment, Monsieur Holmes, à quel point votre temps est précieux. Le fait est que des événements tout à fait singuliers se sont déroulés récemment chez moi à Brook Street. Et ce soir, ils ont pris une telle importance qu'il m'a semblé impossible d'attendre 1 heure de plus avant de vous demander votre avis et votre aide. Je vous accorde volontiers les deux. Veuillez me faire un rapport détaillé des circonstances qui ont provoqué votre décision. À dire vrai, certaines d'entre elles sont si vulgaires que j'ai presque honte à vous les raconter. Mais tout cela est si inexplicable et le tour compris les événements est si compliqué que je crois préférable de tout vous raconter. Et vous jugerez de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Je suis sorti de l'université de Londres et ce n'est pas faire preuve de forfanterie que de dire que j'étais un étudiant tout ce qu'il y a de prometteur et qu'il semblait qu'une très belle carrière s'ouvrait à moi. Cependant, il y avait une énorme pierre d'achoppement. L'argent. En effet, monsieur, l'argent. J'avais besoin d'un capital non seulement pour exercer, mais aussi pour quitter la misérable chambre que j'avais dû louer. Je ne pouvais espérer que ma clientèle me fasse confiance si je ne possédais pas le matériel nécessaire. Oui, cela s'est produit pour beaucoup d'entre nous. Moi-même, j'ai dû m'engager dans l'armée afin de poursuivre ma carrière. Tiens donc, j'avais songé à abandonner ma carrière lorsqu'il s'est produit un incident tout à fait fortuit. Exactement quel genre d'incident? Un matin, il y a 2 ans, j'ai reçu la visite d'un homme s'appelant Blessington, dont jusqu'à ce jour je n'avais jamais entendu parler. Entrez. Oh mon Dieu, c'est ici que vous vivez, dans cette... Oui, et croyez que je le déplore. Vous êtes bien ce même Percy Trevelyan à qui on a promis une si belle carrière et qui s'est vu décerner récemment un diplôme? C'est bien moi. Je vous demanderai de me répondre avec franchise car il y va de votre intérêt. En dépit de votre situation pécuniaire, vous avez toute l'habileté nécessaire permettant de réussir dans la vie. Mais en avez-vous le tact? Je pense ne pas en être dépourvu. Pas de mauvaises habitudes? Aucune tendance à trop boire? Non, pas la moindre. C'est évident. C'est évident. Mais je me devais de poser la question. Pourquoi? Pourquoi, monsieur? Simplement, pourquoi, avec toutes ces possibilités, ne parvenez-vous pas à exercer?
Oui, je m'en doute, c'est l'éternelle histoire, la tête bien remplie et les poches vides. Eh bien, monsieur, que diriez-vous de commencer votre carrière dans Brook Street? Si un spécialiste souhaite réussir, il doit viser haut. Et je ne vois pas mieux pour commencer qu'un cabinet dans Brook Street. Il vous faudra de l'argent pour vous mettre en valeur, pour louer un fiacre et un cheval, des instruments qui soient dignes de vous, une salle d'attente, des domestiques. Enfin, il est nécessaire que vous ayez ce qui se fait de mieux. Bien, et c'est précisément ce que vous aurez. Mais pourquoi? Il s'agit d'une autre forme d'investissement, et plus sûre que la plupart. Et que devrais-je faire? Eh bien voilà, j'achèterai la maison, je la meublerai, je paierai les domestiques et m'occuperai de tout. Tout ce que vous aurez à faire, c'est à vous asseoir derrière votre bureau. Après quoi, vous me remettrez les 3/4 de ce que vous gagnerez. Et vous garderez le dernier quart. Alors, que dites-vous de cela, monsieur? Cela vous convient-il? Voici donc, Monsieur Holmes, l'étrange proposition qui m'a été faite par Monsieur Blessington. Je ne vous importunerai pas avec les détails de notre négociation. Mais tout cela s'est terminé par mon emménagement dans la maison quelques jours plus tard. Après quoi, j'ai commencé à exercer aux conditions qu'il m'avait proposées. La salle d'attente de vos malades. Et voici votre bureau. Je n'en crois pas mes yeux, Monsieur Blessington. Et je ne sais comment vous remercier. Il transforma les 2 plus belles chambres du premier étage en un salon et une chambre à coucher pour lui-même et vint vivre avec moi en tant que, dirions-nous, malade à domicile. Son cœur était faible, mais sans gravité. Il nécessitait cependant une surveillance médicale constante. Il avait des habitudes assez étranges, évitant la compagnie et sortant très rarement, mis à part sa promenade quotidienne. Chaque soir, à la même heure, il sortait marcher pendant exactement une demi-heure, et cela, quel que soit le temps. Et chaque soir, à la même heure, il venait me retrouver dans mon bureau. Là, il examinait mes fiches, me laissait 5 shillings et 3 pence pour chaque guinée que j'avais gagnée, et ensuite allait déposer le reste dans le coffre-fort de sa chambre. Je dois la vérité de vous dire, Monsieur Holmes, qu'il n'a jamais eu l'occasion de regretter son investissement. Dès le début, ce fut un succès. Et au cours de ces 2 dernières années, il est devenu riche grâce à moi. Voilà donc, Monsieur Holmes, ce que fut le début de mes relations avec mon malade à domicile, Monsieur Blessington. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire pour quelle raison je suis venu vous voir ce soir. Il y a quelques semaines, Monsieur Blessington vint me trouver dans ce qu'il m'a semblé un état d'agitation extrême. Docteur Trevelyan! 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 Monsieur Blessington, calmez-vous, je vous en prie. Que je me calme? Que je me calme? Mais enfin, monsieur, vous n'avez pas entendu parler du cambriolage? Le cambriolage? Où ça? Non, non, pas ici, voyons, pas ici. Mais ça aurait pu l'être. Ça aurait pu l'être. En une semaine, la maison était devenue une forteresse pleine de verrous, de serrures et de grilles. Vous êtes sûr qu'elles seront assez résistantes? Oh, elle le serait assez pour la Banque d'Angleterre, monsieur. Monsieur Blessington, lorsque je le questionnais à ce sujet, il devint tellement agressif que je jugeais bon de ne plus lui en parler.
Au début, Monsieur Holmes, je crus qu'il cherchait seulement à protéger son coffre-fort, et puis... il me vint à l'esprit que c'était sa vie qu'il souhaitait protéger. Dès ce moment, il ne sortit plus jamais. Il regardait sans cesse par la fenêtre et restait en permanence confiné dans sa chambre, dans ce que je ne peux décrire que comme un état de frayeur mortelle. Docteur Trevelyan, avant de poursuivre, vous avez dit avoir trouvé cet homme, Blessington, prostré sur son lit et étreignant un journal. Plus précisément, les débris d'un journal. Il l'avait réduit en miettes. Réduit en miettes? Vous souvenez-vous de quoi on parlait dans ce journal? Non, je le regrette. Encore aurait-il fallu savoir que Quand cela s'est-il passé? Il y a quelques semaines, au début du mois de mai, je crois. Au fur et à mesure que le temps passait, ses craintes semblaient s'évanouir. Et il renoua avec ses anciennes habitudes. Bonsoir, docteur Trevelyan. Il fait un temps superbe. J'éprouve à nouveau du plaisir à faire une promenade. Et puis, brusquement, un nouvel événement l'a mis dans l'état de prostration pitoyable dans lequel il se trouve actuellement. Voilà ce qui s'est passé. Hier, j'ai reçu cette lettre. Elle provenait d'un noble russe vivant en Angleterre et qui souffre de catalepsie. Dans cette lettre, il m'annonçait son intention de venir me consulter le soir même à 6h15. Azdrovnia. Étant donné que la difficulté majeure de l'étude de la catalepsie est que c'est une maladie assez rare, vous devez comprendre qu'à l'heure dite, j'étais impatient de recevoir ce malade. Bonsoir, monsieur. Je suis le docteur Trevelyan. Et je pense que c'est vous, monsieur, qui m'avez écrit cette lettre. Mon père parle très peu votre langue, docteur. Je pense donc que vous voudrez m'excuser de l'avoir accompagné, d'autant plus que sa santé est pour moi d'une importance considérable. Oui, je n'en doute pas, monsieur. Fenton, peut-être souhaitez-vous assister à la consultation? Niet, pas le moins du monde. Tout cela est plus douloureux pour moi que je ne saurais le dire. Si je devais voir mon père surpris par une de ces horribles attaques, je suis persuadé que je ne pourrais pas y survivre. Mon propre système nerveux est lui-même extrêmement sensible. Avec votre permission, je vais demeurer dans votre salle d'attente pendant que vous examinerez mon père. Je vous en prie. Ah, merci, docteur. Merci, Fenton. Monsieur, je vous demanderai de m'excuser si je vous pose quelques questions préalables. D'abord, pourriez-vous me dire votre âge? 67 ans. Et mis à part la catalepsie, pensez-vous être en bonne forme physique? Habituellement, êtes-vous en bonne santé? Pas de migraine? Pas de douleur d'estomac? Vous ne souffrez de nulle part? Non. Bien. Bien entendu, je vais procéder à un examen complet. Mais je dois auparavant vous poser ces questions. Fumez-vous le cigare? Oui. Buvez-vous de l'alcool? Vodka. Vodka. Je vois. Tous les jours? Mon Dieu. Si je m'attendais. Je ressentis d'abord une impression de pitié et d'horreur, qui fit place, je l'avoue, à une sorte de satisfaction professionnelle. Il semblait être dans cet état même que j'avais connu lors de mes précédentes expériences.
J'avais obtenu de bons résultats dans des cas semblables par l'inhalation de nitrate d'amyle. Et cette attaque me semblait une excellente opportunité pour confirmer ces bons résultats. Monsieur, je pense que vous m'entendez. Je reviens tout de suite, ne vous inquiétez de rien. Fenton. Fenton. Fenton, venez tout de suite. Fenton, ces messieurs que vous avez introduits il y a moins d'un quart d'heure, les avez-vous vus partir? Partir? Non, monsieur. Vous en êtes sûr? Sûr et certain, monsieur. Bonsoir, docteur Trevelyan. Bonsoir, monsieur Blessington. Comment s'est passée votre promenade? Un peu de pluie, mais très agréable, mon cher docteur. Très agréable. Vous les avez entendus partir? Non, monsieur. Je n'étais pas près du vestibule. Eh bien, vous auriez dû l'être. C'est votre travail. Je sais que vous êtes ici depuis peu, mais vous auriez dû le savoir. Docteur! 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 Quelqu'un est entré dans ma chambre. Personne n'est entré dans votre chambre. C'est un mensonge. Vous êtes en train de me mentir. Je vous assure que je ne vous mens pas. Fenton, êtes-vous entré dans la chambre de monsieur Blessington? Bien sûr que non. Vous voyez bien. Montez et venez constater par vous-même. Eh bien, monsieur? Regardez ceci. Allez-vous me dire que ce sont mes empreintes? Eh bien, à première vue, elles semblent trop grandes pour être les vôtres. Évidemment que ce ne sont pas les miennes. Je retire toujours mes caoutchoucs à la porte d'entrée. Quelque chose a-t-il été volé? Non, mais ce n'est pas ce qui m'importe. Rien ne vous a été volé. Mon intimité a été violée par un étranger. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Blessington. Monsieur Blessington. Laissez-moi seul. Allez-vous-en, laissez-moi seul. Je peux sûrement trouver le moyen de vous aider. Voulez-vous que j'appelle la police? Non, non, pas ces incapables. Il n'y a plus qu'une seule personne qui puisse m'aider maintenant. Voici la raison de ma présence ici. Mais je vous prie de m'excuser pour ce motif si mince. Un voleur qui n'a rien volé. M'a-t-il demandé par mon nom? Oh oui. Alors, dans ce cas, allons-y. Merci. Par ici? Restez où vous êtes. J'ai un pistolet, je vous donne ma parole que je n'hésiterai pas à tirer si vous approchez. Voyons, monsieur Blessington, c'est infamant. Vous ne me reconnaissez pas? C'est bien vous, docteur? Mais oui, bien sûr que c'est moi. Et les deux autres messieurs, est-ce qu'ils sont bien qui ils prétendent être? Il s'agit de monsieur Sherlock Holmes et de son ami le docteur Watson. Mais enfin, monsieur Blessington, c'est vous qui m'avez envoyé les chercher. Oui. Oui, c'est vrai.
Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Messieurs, montez, je vous prie. Je vous prie de m'excuser de vous avoir accueilli de cette façon. Enchanté, monsieur Holmes. Je vous assure que je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté de venir. Personne plus que moi n'a autant besoin de vos conseils, personne. Je présume que le docteur Trevelyan vous a fait part de cette intolérable intrusion dans ma chambre. En effet, monsieur Blessington, qui étaient ces deux hommes? Quels deux hommes? De qui parlez-vous? Alors pourquoi voulait-il vous molester? Me molester? Je ne vois vraiment pas ce que je peux répondre à cela. Vous voulez dire que vous ne savez pas? Entrez, je vous prie. Ayez l'amabilité de bien vouloir entrer ici. Je n'ai jamais été un homme bien riche, monsieur Holmes. Je n'ai fait qu'un seul investissement au cours de ma vie, comme vous le dira le docteur Trevelyan. Mais je n'ai pas confiance dans les banquiers. Ne faites jamais confiance à un banquier, monsieur Holmes. Jamais. Et tout à fait entre nous. Le peu que je possède se trouve ici, au fond de ce coffre. Vous comprenez donc ce que ça signifie pour moi lorsque des inconnus s'introduisent dans ma chambre. Monsieur Blessington, je ne peux en aucun cas vous conseiller si vous cherchez à me tromper. Vous trompez? Et je vous ai absolument tout dit. Bonsoir, docteur Trevelyan. Monsieur Holmes, vous n'avez pas de conseil à me donner? Le conseil que je vous donne est de dire la vérité. Holmes. Cocher! Je suis capable de lire dans les yeux d'un homme lorsque c'est pour sa vie qu'il a peur. Oui, mais pourquoi l'avoir traité de menteur? Parce que je suis persuadé qu'il sait très bien quels sont ces hommes. Cocher! Le jeune russe a pénétré dans la chambre de Blessington pendant que son complice empêchait le docteur de s'interposer. Et bien sûr, la catalepsie est une maladie très facile à Oui, imiter. je sais, je l'ai fait moi-même. Holmes, n'y aurait-il pas une alternative, ridiculement improbable, bien sûr, mais néanmoins concevable? Et si toute cette histoire du russe cataleptique et de son fils n'était qu'une invention du docteur Trevelyan, qui, pour des raisons qui lui sont propres, est entré dans la chambre de Vous avez Blessington? remarqué les empreintes de pas sur le tapis de l'escalier, ce sont des souliers à bout carré. Alors que ceux de Blessington sont ronds et plus longs de plus d'1 pouce que les souliers du docteur Trevelyan. Je crois que nous pouvons aller dormir, Watson. Parce que je ne serais pas surpris que nous ayons des nouvelles de Brook Street dès demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit, cher ami. Bonjour, docteur. Votre thé est servi. Merci, Nora. Monsieur Blessington, votre petit déjeuner. Monsieur Blessington. Watson, habillez-vous rapidement. Il y a un fiacre qui nous attend. Pourquoi? Que se passe-t-il?
L'affaire de Brook Street. Vous avez eu des nouvelles? Pour l'amour de Dieu, venez vite, Percy Trevelyan. Oh, Monsieur Holmes, merci beaucoup d'être venu. Que s'est-il passé? Monsieur Blessington vient de se suicider. Suicidé? Oui, il s'est pendu au cours de la nuit. Quelqu'un a-t-il touché le corps? Non, Où est le domestique? il est introuvable. Bonjour, inspecteur. Monsieur Holmes, enchanté de vous voir. Je vous en prie, jetez un coup d'œil. Nous étions sur le point de le descendre. Parfait. Inspecteur. Civière. Ce sera tout. Êtes-vous au courant des événements liés à cette affaire? Oui, le docteur Trevelyan m'en a dit quelques mots. Votre opinion est-elle faite? Eh bien, il semblerait que la peur ait fait perdre à cet homme tout sens commun. Il est évident qu'il a dormi dans son lit. La marque faite par son corps est encore visible. C'est souvent vers 5 heures du matin, vous savez, que les gens se suicident. C'est donc approximativement à cette heure-là qu'il s'est pendu. Cet acte semble avoir été tout à fait délibéré. Étant donné la rigidité du corps, je dirais qu'il est mort depuis environ 3 heures. Merci, Watson. Vous n'avez rien remarqué de particulier dans la chambre? Il y avait un tournevis posé sur la cheminée, et il semble avoir énormément fumé au cours de la nuit. J'ai trouvé tout cela dans l'âtre. Vous avez son fume-cigare? Non, je n'en ai pas vu. Sa boîte à cigares, peut-être? Oui, elle était dans la poche de sa veste. Celui-ci est en Havane. Par contre, ceux-ci sont des cigares faits à partir de tabac particulier importés par les Hollandais de leurs colonies orientales. Ils sont habituellement enveloppés dans de la paille et ils sont plus fins que tous les autres cigares. Je ne pense pas que vous ayez lu mon étude sur les cigares et les cendres de cigares. Eh bien, à vrai dire... Non, bien sûr que non. Merci. Ceux-ci ont été fumés avec un fume-cigare, mais pas ceux-là. Ceux-ci ont été coupés à l'aide d'un couteau très bien aiguisé, et ceux-là ont eu le bout arraché par des dents extrêmement solides. Il y avait 3 hommes ici cette nuit. Mon Dieu! Mais rien n'a été volé. Alors que sont-ils venus faire? Ceci est ce qu'il nous faut découvrir. Comment sont-ils entrés? De la même façon que nous, par la porte d'entrée. Mais la porte était verrouillée ce matin. Alors elle l'a été après qu'il soit parti. Et comment savez-vous cela? J'ai vu leurs traces. Si vous voulez bien m'accorder quelques instants, inspecteur, je pourrai ensuite vous donner de plus amples renseignements. Ne bougez pas, Watson.
À dire vrai, les faits sont très simples et il m'étonnerait fort que je ne puisse vous en donner les motifs dans le courant de l'après-midi. Mais Holmes, vous ne pouvez rien dire maintenant. Oh, il n'y a aucun doute en ce qui concerne les événements. Il y avait bien 3 hommes. Un homme jeune, un plus âgé et un troisième, que je n'ai pour l'instant aucun moyen d'identifier. Je ne pense pas me tromper en disant que les 2 premiers sont ceux-là même qui se sont fait passer pour le comte russe et son fils. Il est donc facile de les décrire, n'est-ce pas, docteur Trevelyan? Ils ont été introduits par un complice à l'intérieur de la maison. Ils sont entrés dans le vestibule, le plus âgé en premier, le plus jeune en second, et le troisième derrière. Ils ont gravi les marches. À l'aide d'un bout de fil de fer, ils ont forcé la serrure. Même sans utiliser de loupe, on peut voir où la pression a été exercée. En entrant dans la chambre, je pense que leur première précaution a été de bâillonner M. Blessington. Après avoir attaché Blessington, il me semble évident qu'il s'est tenu une sorte de conférence, disons plutôt une sorte de tribunal de justice. Ceci a, semble-t-il, duré assez longtemps, puisque c'est alors que les cigares ont été fumés. C'est ici que s'est assis le plus âgé, dans le fauteuil en osier. C'est lui qui s'est servi du fume-cigare. Le plus jeune était assis là. Il a fait tomber sa cendre contre la commode. Quant à l'inconnu, il marchait de long en large. Blessington, à mon avis, était assis dans le lit, mais rien ne me permet de l'affirmer. Cela s'est terminé lorsqu'ils se sont emparés de Blessington. Il est à noter que tout était arrangé au préalable, car je suis persuadé qu'ils avaient apporté avec eux une sorte de bloc avec une poulie pour servir de potence. Oui, une potence, inspecteur. Cela prouve qu'il s'agissait d'une vengeance. Ah, voilà une histoire extraordinaire. Mais quelle preuve! Je vous la fournirai avant la fin de la journée. Vous n'avez pas expliqué la présence des vis, ni du tournevis. C'était dans le but de fixer la poulie. Mais lorsqu'ils ont découvert le crochet du chandelier, ils ont tout naturellement préféré l'utiliser. Inspecteur, je vous suggère de faire immédiatement une enquête à propos du domestique et de l'arrêter. Certainement, monsieur Holmes. Je serai de retour un peu avant 3 heures. Bonne journée. J'imagine que Madame Hudson sera plutôt contrariée lorsqu'elle verra tout cela. Qu'est-ce que vous cherchez? Worthington, W. Worthington, mars 1880, j'en suis sûr. Mars 80. Janvier, février, mars.
Cela vous va-t-il? Watson. Blessington, ou plutôt Sutton, comme il s'appelait à cette époque. Madame Hudson. Votre petit bateau devient de plus en plus beau, docteur. Oh, merci, Madame Hudson. Excusez-moi, je suis pressé. Oh, merci. Docteur Trevelyan, du nouveau inspecteur. Oui, nous tenons le domestique. Il buvait ce qu'il a gagné à quelques heures J'ai d'ici. retrouvé les hommes. Vous les avez retrouvés? Enfin, disons que je sais de qui il s'agit. L'affaire de la banque de Washington. Précisément. Eh bien, alors Blessington devait être Sutton. Exactement. Ah, alors tout est clair comme de l'eau de roche. Pas pour moi, je le crains. Docteur Watson, voudriez-vous... Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire de la banque de Washington. 5 hommes y ont participé, les 3 qui étaient dans cette chambre, et un 4e nommé Cartwright. Ainsi que Blessington. Ça y est, on peut partir. On risque la pendaison maintenant. Et seulement s'il y a des mouchards parmi nous. C'est lui. Vous en êtes bien sûr? Oh oui, c'est lui. Sutton! Sutton, tu es un homme mort! 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 Mort, tu es un homme mort, Sutton! Ne vous en faites pas, monsieur Sutton. Sutton, Il tu sera m'entends? sûrement pendu. Sutton! Tu m'entends? Sutton, Tu ou es un Blessington, homme mort! qui était le pire de la bande, Sutton, a dénoncé les tu es un autres. homme mort! Grâce à son témoignage, Cartwright fut pendu, et les 3 autres furent condamnés à 15 ans de prison. Biddle, Hayward et Moffat ont été libérés de prison il y a quelques semaines, c'est-à-dire plusieurs années avant la fin de leur peine. C'est la nouvelle de leur libération qui causa tant de frayeur à Blessington et lui fit protéger sa maison. Ce n'était donc pas la peur des cambrioleurs qu'il mettait dans sa Non, vie. non, ce n'était qu'un faux semblant. Et donc le fait de m'installer ici n'était qu'une comédie élaborée afin de le protéger. Pourquoi ne pouvait-il pas vous l'avouer? Il s'efforçait de cacher sa véritable identité à tout le monde autant qu'il le pouvait. Il avait honte de sa conduite, et il ne pouvait pas révéler son secret. Quoi qu'il en soit, et en dépit de ses fautes, il vivait encore sous la protection des lois britanniques. Et je ne doute pas, inspecteur, que vous vous rendiez compte que lorsque cette protection ne remplit pas son office, l'épée de la justice obtient toujours sa vengeance. Malgré les efforts déployés par Sherlock Holmes, les 3 assassins de Blessington échappèrent à la police et s'enfuirent du pays à bord d'un bateau en partance pour le Portugal. C'est quelques semaines plus tard que nous apprîmes que ce bateau, le Nora Crena, avait coulé corps et biens le long des côtes du Portugal, quelque part au nord de Porto. Holmes. Qu'y a-t-il? Simplement, je pensais passer la journée à écrire l'affaire du docteur Trevelyan tant que les faits sont présents dans ma mémoire. Et cela veut dire... Ah, je comprends. Je vous remercie infiniment. Comprenez qu'il m'est difficile de me concentrer quand vous jouez.
Comment allez-vous intituler ce nouveau chapitre? Oh, j'ignorais que vous vous intéressiez à ce que j'écrivais. Je m'intéresse toujours au choix de vos titres. Eh bien, je pensais l'appeler Le mystère de Brook Street. Non. Personnellement, j'aurais préféré Le malade à domicile. Mais je ne veux pas vous influencer le moins du monde. Le mystère de Brook Street. Oh, c'est sans aucun doute un excellent titre.